Constant, est-ce que tu vois mon écran? Est-ce que tu vois la présentation? Oui, madame. D'accord. Alors, on va commencer notre première séance du module ordonnancement des systèmes manufacturiers et de services. Système manufacturier, c'est-à-dire un système dans l'industrie, et système de service, c'est-à-dire on va appliquer quelques algorithmes dans le système de service à la fin du module. Mais principalement, ce sera un système manufacturier. Donc, ce qui est à retenir pour cette année, pour l'année prochaine aussi, vous aurez des modules avec ce terme 6MS pour dire système manufacturier et de service. Donc, on va commencer par... Je vais commencer par introduire, comme j'ai déjà dit, le module. Et c'est un module qui présente, comme ce que nous avons vu pour la prévision, pour la maintenance, pour la planification, qui présente une fonction sur la chaîne logistique de toute entreprise. On va commencer par une entreprise manufacturière et cette fonction, c'est une fonction liée à la production d'un bien ou d'un service. Donc, on va travailler pour les 21 heures de la période 4 sur la fonction ordonnancement. Pour situer cette fonction, bien sûr, comme toute autre fonction, il y a des indicateurs de performance, il y a des algorithmes, des objectifs. On va voir tout ça appliqué, comme d'habitude, sur des exemples, des études de cas, je veux dire. Donc, on va situer la fonction ordonnancement dans cette chaîne logistique-là et la fonction ordonnancement, comme toute autre fonction, a pour objectif principal de maximiser la productivité, que ce soit opérationnelle ou autre, mais principalement pour l'ordonnancement, ce sera la productivité opérationnelle. Maximiser la flexibilité, utiliser avec la façon la plus optimale possible les ressources. Principalement pour l'ordonnancement, ce sera les ressources matérielles et les ressources de la main-d'œuvre. Donc, à cette étape-là, je vais tout à l'heure préciser l'ordre de la fonction ordonnancement par rapport à la fonction planification et prévision que nous avons déjà eue sur la période 3. À ce niveau-là, on ne va plus parler de matières premières. Donc, on va supposer que l'optimisation des matières premières, que ce soit par approvisionnement ou par calcul de besoins nets, comme nous avons fait avec la méthode MRP, est déjà optimisée. On a déjà terminé le calcul. Pardon. On a déjà calculé les besoins nets en matières premières et pour l'ordonnancement, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons calculé les besoins en main-d'œuvre, nous avons calculé les besoins en matières premières, nous avons calculé les besoins en heures machines et on va affecter ces ressources-là à des commandes. On va voir qu'on va, à ce niveau, on va avoir besoin des commandes à lancer dans l'atelier si on parle d'un système manufacturier. Donc, l'optimisation de ressources, principalement la main-d'œuvre, les heures main-d'œuvre, les heures machines, et la maximisation, bien évidemment, de la qualité, que ce soit la qualité produit ou la qualité de la production. Ce sont des objectifs globaux qui sont réalisés si toutes les fonctions sur la chaîne logistique sont bien faites. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle généralement les opérations de la production. La prévision, la planification et le calcul des besoins nets et l'ordonnancement. Donc, les trois fonctions sont trois fonctions chronologiquement liées. Donc, on commence par la prévision, puis la planification, puis le calcul des besoins nets, puis l'ordonnancement. Et c'est ce qu'on a présenté avec cette figure-là. On a vu cette figure plusieurs fois. On a commencé par les calculs de prévision. On a l'output de la prévision, c'est principalement une quantité à produire. S'il s'agit d'un seul produit ou d'une seule famille de produits, on va avoir un seul chiffre, 500, 200, 300 unités, 200 pièces, 300 produits finis. S'il s'agit de plusieurs
produit, on va avoir un planning de prévision, mais dans tous les cas, pour chaque ou bien famille, ou bien produit, généralement on travaille sur des produits finis, pour chaque produit fini, on a une quantité à produire. C'est un calcul, c'est une estimation basée sur l'historique, basée sur la subjectivité. On va voir, on a déjà vu les techniques de prévision, et l'output de la fonction prévision, c'est la quantité à produire. Cette quantité sera injectée dans le calcul de la planification et le besoin net. En plus de la prévision, pour le calcul des besoins nets, nous pouvons éventuellement avoir besoin de commandes. S'il y a des commandes confirmées, nous aurons besoin aussi de l'état de stock des produits finis et de toutes les composantes de ce produit jusqu'aux matières premières. Nous avons besoin des détails sur l'article sur lequel on travaille, produit fini. Nous avons besoin de la nomenclature, des temps de traitement, de la gamme de production, quelques détails de la gamme de production et surtout de la composition de ce produit fini en termes de composants et quantité. Le résultat de la planification, du calcul de besoins nets en particulier, la MRP2, ce sont des ordres de fabrication et des ordres d'approvisionnement. Ce qui intéresse l'ordonnancement, ce sont les ordres de fabrication. On va les appeler des OFA, ordres de fabrication. Donc à ce niveau-là, on va supposer que tout ce que nous avons discuté, ce qu'on a vu l'aménagement des ateliers, l'élimination des gaspillages, on suppose que tout est nettoyé, tout est clair, tout est optimisé, nous avons toutes les informations nécessaires et nous avons des commandes. Donc, pour l'ordonnancement, si on veut résumer les informations dont nous avons besoin pour dire qu'on peut commencer l'ordonnancement, on va dire ça. Un atelier. Un atelier. Je n'en fais l'atelier. Généralement, dans un atelier, on trouve des postes de travail. Donc, poste 1, on suppose que nous avons un certain nombre de postes. Poste 2. Et l'aménagement est aussi défini. L'optimisation des emplacements ou les regroupements, la définition des lots, toutes ces informations-là sont déjà définies. À ce niveau, lorsqu'on travaille sur l'ordonnancement. Poste 4, on suppose par exemple que nous avons 4 postes. B. Aménager Kimahaka. 2 postes parallèles ou 2 postes en série, par exemple. Donc, nous avons, on va appeler ça l'atelier. On va toujours appeler ça l'atelier. Donc, nous avons un atelier avec des postes de travail. Toutes les informations sur ces ateliers sont définies. Toutes les informations, les distances, il n'y a rien à optimiser à ce niveau. On ne peut pas travailler sur un chantier d'amélioration continue, ou d'élimination de gaspillage, ou d'implantation, ou je ne peux pas tracer un CIPOC à ce niveau, je ne peux pas tracer un VSM pour l'optimisation, les normes de chronométrage, ni rien du tout. Tout ce qui est en relation avec l'atelier, il est déjà défini à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des commandes, ou ce que nous avons appelé des OF. Ce sont des ordres de fabrication. Les ordres de fabrication, on va les appeler par exemple aussi commandes. On peut aussi les appeler des jobs. Des jobs, c'est le plus utilisé.
On va noter jobs J. J1, J2, J3, donc c'est JI. On peut les appeler donc OF, commande, job, ou L, travaux. Donc, on dit par exemple J1, J2 et J3. Par exemple, on dit 3 commandes à lancer. D'accord? B. Nous avons besoin, pour chaque commande, nous avons besoin d'avoir des informations sur ces commandes. Il y a des informations qui doivent être connues pour chaque job, pour chaque commande, voilà, pour chaque OF. Ça peut être date de début, date de fin, mais au moins, je dois avoir une idée sur la durée. La durée de quoi? La durée de l'exécution totale du job à Kahao. Une commande, c'est quoi en fait? Une commande, une commande, c'est-à-dire un produit fini. Pour nous, une commande, c'est une commande, c'est un produit. C'est un produit fini. Pour un produit fini, on a besoin au moins de la gamme de production. Dans une gamme de production, il y a des étapes et des durées. Donc, la durée dont nous avons besoin pour chaque job, pour chaque commande, principalement pour l'ordonnancement, la gamme de production avec les détails de chaque étape. C'est-à-dire quoi? Par exemple, G1, il passe, par exemple, là, devant P2, post-mania, puis P3, puis P1, puis P4. On suppose ça. On suppose qu'il y a une commande qui passe, c'est le produit Scholten J1. On suppose que le job 1, il y a un produit fini. Le job, c'est un produit fini. J'ai un produit fini qui a cette gamme-là. Est-ce que la gamme est terminée? Le produit fini, pour que ce soit fini, il doit passer par P1, puis P2, puis P3, puis P4. Est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires? En fait, non, parce que j'ai aussi besoin de la durée. Je dois avoir les données sur les durées. Mathalan, c'est en minutes. Il passe 2 minutes devant le poste 1, 1 minute devant le poste 2, 5 minutes devant le poste 3, 5 minutes devant le poste 1 ou 3 minutes devant le poste 4. Donc, on suppose que la gamme de production du produit fini, c'est-à-dire de la première commande J1, et 2 temps sur le premier poste, 1 temps sur le troisième poste, et ainsi de suite. Donc, je dois avoir ces informations-là pour pouvoir entamer l'étape de ordonnancement. Je dois connaître l'atelier, je dois avoir toutes les informations nécessaires sur l'atelier, l'atelier, je dois les faire. Combien de machines? Donc, je dois avoir des informations sur le nombre de machines et la disposition et leur disposition. Je m'en ai à leur disposition. On va appeler ça type d'atelier. J'ai besoin de connaître le type d'atelier. Donc, je faut nommer les différents types. Je dois avoir des informations donc sur l'atelier, machine et disposition. Est-ce que j'ai des machines parallèles? Est-ce que j'ai des machines en série? Est-ce que j'ai 2 machines parallèles ou 3 séries? C'est la disposition. Des configurations normalisées qu'on
qu'on va définir. Et là, il faut faire attention, s'il vous plaît, lorsqu'on parle du type d'atelier, et ce n'est pas la disposition physique des postes de travail, mais plutôt les gammes de production. Je m'en ai dit. J1, il a cette gamme-là, P2, puis P3, puis P1, puis P4. Est-ce que obligatoirement J2 doit avoir la même gamme? Non. Je peux avoir toutes les commandes pour un même produit, donc toutes les commandes passent sur le poste 2, puis 3, puis 1, puis 4. Ça peut être avec des temps différents. Ou là, je me le produit, le produit lié au job 2, J2 passe sur P1, puis P3, puis P2, puis P2, puis P4. Donc, je peux avoir une liste de commandes à exécuter avec des gammes de production différentes. Je peux avoir les mêmes gammes de production. Je peux avoir des gammes de production différentes. D'accord? C'est ce que j'appelle type d'atelier. Il faut bien comprendre ce point, s'il vous plaît. Donc, lorsque je parle de type d'atelier, c'est par rapport à l'information. Est-ce que lorsque j'ai plusieurs commandes, est-ce que toutes ces commandes ont la même gamme de production? Ils ont le même ordre de passage. Bien sûr, les temps doivent être différents. Donc, est-ce que j'ai un même ordre de passage? Même si c'est pour la même disposition, je peux avoir un ordre de passage différent. Par exemple, dans un atelier de fabrication, un tour, une fraiseuse, une machine de finition ou un poste d'emballage. Je peux avoir des produits qui passent devant tous les postes de travail. Je peux avoir des produits qui n'ont pas l'étape de tournage, voilà, qui n'ont pas besoin d'emballage, voilà, qui n'ont pas besoin de finition. Alors que les postes de travail ont toujours la même disposition dans l'atelier. Donc, on va appeler type d'atelier. Est-ce que j'ai le même ordre de passage des OF, les ordres de fabrication, voilà, des jobs, devant les postes de travail ou pas? Donc, c'est le type d'atelier. Je dois avoir des informations sur l'atelier, type d'atelier, nombre de machines et dispositions. Je dois avoir la liste des commandes qu'on peut aussi appeler jobs, travaux ou ordres de fabrication. Et je dois avoir certaines informations sur ces jobs-là. En particulier, pour le moment, on va garder l'information sur la gamme de production, l'ordre de passage devant les postes de travail et le temps de traitement devant chaque poste de travail. Bien sûr, on peut par la suite calculer le temps total, où il y a d'autres informations qu'on va évoquer au fur et à mesure. D'accord? Donc, pour le moment, j'ai deux informations à fournir pour pouvoir commencer un problème d'ordonnancement, des informations sur l'atelier et des informations sur les ordres de fabrication. Des questions? Je suppose que non. Troisième groupe d'informations, si vous voulez, dont nous avons besoin pour pouvoir lancer l'étape ordonnancement, c'est les objectifs de cet ordonnancement. On doit avoir au moins un objectif pour l'ordonnancement. Ça peut être quoi cet objectif-là? Ça peut être quoi l'objectif d'un ordonnancement? Le plus évident. Ça doit être lié à quoi? Pourquoi? C'est un ordonnancement, peut-être il faut préciser. Ordonnancement, c'est définir un ordre de passage. L'ordonnancement, c'est définir un ordre de passage. Il y a d'autres détails à calculer, mais principalement, c'est définir un ordre de passage des jobs dans l'atelier. Est-ce que le résultat, l'objectif peut être le résultat, un seul résultat,
c'est un ordre de passage des jobs. OK? Donc, mon objectif, c'est un ordre de passage. Est-ce que je vais passer J1, puis J2, puis J3, ou la J3, puis J2, puis J1, ou la J1, puis J3, J2? Je n'ai l'ordre que je vais retenir pour optimiser quoi? Pour optimiser au moins un objectif qui doit être lié à l'une des ressources. Pour nous, à l'une des ressources, pour nous, ce sera principalement la ressource temps. Je vais travailler sur des délais principalement. Je peux travailler sur des encours. Est-ce que j'ai des encours dans l'atelier ou pas? Je peux travailler sur d'autres objectifs, mais pour nous, ça va être principalement des objectifs liés au temps. Ça peut être quoi un objectif d'ordonnancement lié au temps? Je vais définir un ordre de passage dans l'atelier. Dans quel objectif? Pour terminer au plus tard, par exemple? Pour avoir le plus grand temps de fabrication? Oui? Ça peut être un objectif de terminer au plus tard? Ça peut être un objectif d'optimisation, terminer au plus tard? Oui? Je peux avoir un objectif de terminer en retard? Ok. B. Je vais continuer comme si c'est une capsule. Capsule sans interaction. En bas, je vais partager l'enregistrement et juste après les vacances, vous aurez votre premier test d'ordonnancement sur cette partie-là. D'accord, madame. Tu peux partager ça sur le groupe comme ça. Alors, je termine mon objectif de la séance, donc rapidement, ça m'arrange d'ailleurs. L'objectif ne peut pas être terminé en retard et c'est évident et je sais que vous connaissez ça aussi. Donc, ça peut être un objectif de terminer au plus tôt. Ça peut être un objectif de ne pas avoir de retard. Moi, je terminais au plus tôt. Terminer avant la date demandée par le client. Ça peut être selon un critère calculé, selon une équation. On va voir des exemples. L'essentiel, on doit avoir au moins un objectif. La combinaison, type d'atelier avec le nombre et la disposition, information sur les jobs et objectif définit un problème d'ordonnancement. Pour dire que j'ai un problème d'ordonnancement bien défini, je dois avoir des informations sur l'atelier, nombre de postes et dispositions, ou dispositions par rapport aux gammes de production et non pas par rapport à la disposition physique. Je dois avoir des informations sur les ordres de fabrication qu'on peut aussi appeler jobs, commandes et travaux, en particulier des informations sur la gamme de production et d'autres informations qu'on va discuter tout à l'heure. Et je dois avoir des informations sur les objectifs, au moins un objectif. Le résultat, c'est un ordre de passage des jobs devant les ateliers et un calcul de la valeur de l'objectif à optimiser. Comment on va définir cet ordre de passage? Par des algorithmes. On va utiliser des algorithmes d'ordonnancement. Chaque combinaison de informations sur jobs, ateliers et objectifs a un algorithme bien défini, au moins un algorithme bien défini. Donc, la première chose à définir pour un problème d'ordonnancement, on a les informations.
sur les jobs, sur l'atelier et sur l'objectif visé. Cette combinaison d'informations va me permettre de sélectionner un algorithme qui peut être une simple règle de passage, qui m'a la règle FIFO par exemple. Le résultat de l'ordonnancement, c'est un ordre de passage avec un calcul des paramètres. Paramètres où on a les objectifs, principalement les temps. D'accord? Ah, les capsules, moi je suis d'accord. B. Oui, madame. Merci, Constant. Donc, c'est en gros ce qu'on peut dire comme introduction à l'ordonnancement. Il y a une vidéo, que je vais... Constant, juste une question. Je vais lancer la vidéo et tu me confirmes que tu vois et tu entends le son. Est-ce que tu peux Je vois, entendre? mais je n'entends rien. Tu Non, n'entends madame. pas. Je Donc, vois c'est juste. d'accord. Donc, je vais vous partager cette vidéo-là sur Blackboard et vous allez vous allez la consulter parce que je vous ai donné une idée générale sur l'ordonnancement. Dans la vidéo, vous allez avoir plus d'informations et une présentation basée sur des exemples pour ce que l'ordonnancement. C'est une vidéo introductive qui est très importante pour comprendre c'est quoi l'objectif d'un ordonnancement. C'est presque ce que j'ai dit ici, mais avec plus de détails. D'accord? Voilà. Donc, هذايا notre objectif du module. On va voir des algorithmes selon des combinaisons de jobs, ateliers et objectifs. On revient à notre présentation. Donc on a l'objectif de l'ordonnancement, c'est un travail sur les ordres de fabrication que nous avons déjà définis par l'MRP, par le calcul de besoins nets. Et ça revient à répondre à 4 questions principales. Je vais développer ce que j'étais en train d'expliquer. Qu'est-ce que je vais produire? Voilà, le produit, les jobs, ce que j'ai appelé tout à l'heure par jobs, ou la OF, ou le travail, des travaux. Qu'est-ce que je vais produire? Quelles sont les ressources déployées pour nous? Pour l'exemple que je viens de présenter, ce sont les postes de travail dans l'atelier. Pour quand seront-ils fabriqués? C'est une question qui va avoir sa réponse une fois l'algorithme d'ordonnancement est lancé. Combien de temps faudra pour finir? Il y a les informations sur la gamme de production, il y a d'autres informations liées aux jobs, à chaque job, à chaque ordre de fabrication qu'on doit avoir. Qu'on doit avoir pour pouvoir répondre à ces deux questions. Donc, l'ordonnancement, c'est un calcul de date de fin d'un calendrier, si vous voulez. C'est une affectation de plusieurs tâches à des moyens de production. Pour les OF peuvent aussi être appelés des tâches. Les amis, ici, ça peut-être. J'ai oublié tâches aussi. Déjà, c'est très utilisé. Je peux utiliser aussi tâches. Voilà. Donc, OF, job, tâches, travaux et commandes. Donc, c'est une affectation, c'est un ordre de passage des tâches devant des moyens. Pour nous, nous avons appelé ça poste de travail pour optimiser un critère. Et en respectant, puisque c'est un problème d'ordonnancement, en respectant des contraintes liées au temps de fabrication, au temps disponible dans l'atelier. L'ordonnancement revient à répondre à deux questions. Qui fait quoi? C'est un problème d'affectation.
C'est le job, chaque étape du job va être affectée à quel poste de travail et à quel moment sera effectuée cette tâche-là. Et donc, on parle là de séquencement. C'est un problème d'affectation et une définition d'un ordre de passage. Cet ordre de passage, on l'appelle séquence ou séquencement. Le résultat ici, c'est un ordre de passage. Par exemple, j'ai calculé, je trouvais que la séquence, le passage optimal, c'est J3, J2, J1, par exemple. J3, J2, J1, ça met à une séquence, voilà un séquencement. Et à partir de cette séquence, je vais calculer les dates de début, de fin et les moments où la tâche sera terminée. On commence par une affectation et le résultat, c'est une séquence ou un séquencement. C'est une définition, comme j'ai déjà dit, d'un programme d'ordonnancement en respectant des contraintes certaines. Les objectifs sont principalement liés au temps pour éviter des retards et minimiser des retards, pour éviter les encombrements dans l'atelier, pour terminer au plus tôt, pour respecter des délais, pour libérer l'atelier pour des travaux de maintenance, par exemple. Là, on va définir on va travailler, qui m'a les autres exemples, qui m'a la fonction prévision et planification. On va travailler sur des exemples concrets, donc on va considérer les objectifs les plus utilisés, principalement dans l'industrie. Dans le cas général, je peux travailler sur ce qu'on appelle ordonnancement statique ou dynamique. Lorsque l'ordonnancement est statique, les commandes sur lesquelles on va travailler sont définies dès le début. Et si j'ai une nouvelle commande introduite, je dois reprendre l'ordonnancement dès le début. J'ai défini, comme mentionné dans l'exemple, J1, J2, J3 comme 3 jobs à ordonnancer. S'il y a un quatrième job qui entre dans l'optimisation, dans le problème d'optimisation, je ne vais pas continuer l'ordonnancement, plutôt je vais reprendre comme si c'est un nouveau problème. Dans ce cas, on parle de l'ordonnancement statique. Donc, si j'ai une nouvelle commande, on change d'ordonnancement et on recommence l'optimisation. L'ordonnancement dynamique, par contre, on peut introduire au fur et à mesure des commandes. J1, J2, J3, j'ai commencé l'optimisation, il y a un quatrième job qui est entré. J'introduis ce job en utilisant des techniques d'ordonnancement assez complexes. Et on ne va pas voir ça, on va travailler sur un ordonnancement statique, comme par exemple la théorie des files d'attente. Mais on ne va pas voir, malheureusement, on n'a pas le temps de voir ça. La théorie des files d'attente, elle a tout simplement des simulations sur des logiciels. On va travailler sur on va arriver ça, on va travailler sur un logiciel de simulation. Donc, pour nous, on va travailler sur un problème statique, c'est-à-dire quoi? Un problème d'ordonnancement statique, c'est-à-dire les commandes qu'on va utiliser pour tout problème d'ordonnancement sont définies dès le début. Et on n'a pas de nouveaux ordres de fabrication qui entrent dans le problème d'ordonnancement, ni d'ordres de fabrication qui sont supprimés. Et à chaque fois où on a l'une de ces deux situations, surtout un nouvel ordre de fabrication qui entre dans le problème d'ordonnancement, on reprend dès le début, comme si c'est une nouvelle optimisation. On va travailler sur un ordonnancement statique qui est plus facile en fait. Les étapes d'ordonnancement, je vous laisse le soin de voir les détails, mais en gros, on commence par l'affectation des tâches. La planification, c'est une étape qui précède l'ordonnancement. Le résultat, ce sont des ordres de fabrication et d'approvisionnement. On va travailler pour l'ordonnancement sur les ordres de fabrication. On va affecter les tâches, déterminer l'ordre de passage par un algorithme ou une règle de priorité, calculer un calendrier de fabrication. Je m'en ai un calendrier de fabrication. Si je reviens toujours sur mon exemple, le calendrier de fabrication pour J1, par exemple.
quand est-ce que je vais commencer le traitement de J1 sur P2, quand est-ce que je vais terminer le traitement de J1 sur P2, quand est-ce que je vais commencer le traitement de J1 sur P3, quand est-ce que je vais terminer le traitement de J1 sur P3. Donc, déterminer le calendrier, c'est déterminer la date de début, de fin de chaque étape pour chaque ordre de fabrication, selon l'algorithme que nous allons choisir, selon la combinaison des informations, ateliers et objectifs. Donc, je m'en ai un calendrier de fabrication. Donc, déterminer l'affectation, qui fait quoi? Déterminer un ordre de passage par un algorithme ou une règle de priorité sélectionnée selon la combinaison des informations dont nous avons, et par la suite calculer les dates de début, de fin de chaque étape, de chaque ordre de fabrication selon sa gamme de production. Je vais lancer cet ordonnancement, c'est l'étape d'exécution, puis il y a une, comme toute autre fonction, il y a une vérification, est-ce que j'ai bien défini la séquence, voilà, le séquencement ou pas. Si oui, je continue, sinon je relance, je recalcule par un autre algorithme, une autre règle, voilà, une mise à jour des ressources. La détermination de la séquence de passage, l'ordonnancement, on l'appelle jalonnement. Peut-être vous allez rencontrer ce terme-là. Jalonnement, c'est la détermination de la séquence optimale de passage, de l'ordre de passage optimal. Les critères de performance les plus utilisés, les objectifs les plus utilisés, les coûts. Lorsqu'on parle de coûts, on parle de coûts mesurés par du temps. On ne va pas calculer un coût par des unités monétaires. On va calculer les coûts par du temps. Si on veut traduire, on peut le faire. Mais on va travailler sur des critères temporels, sur des critères de performance liés au temps. Je peux travailler sur les encours, je peux travailler sur le taux d'utilisation qu'on a pour libérer les machines pour une maintenance, ou pour maximiser l'utilisation des équipements. J'ai loué un équipement et j'ai intérêt à l'exploiter au maximum. Je peux travailler sur des commandes en retard, je peux travailler sur un retard moyen. Il faudrait d'avoir peut-être la différence entre le nombre de commandes en retard et la durée de retard. Le nombre de commandes en retard, quel que soit le retard, je comptabilise que la commande elle est en retard. Si j'ai 1 minute de retard ou 5 heures de retard, c'est la même chose. Si je vais avoir un objectif de minimiser le nombre de commandes en retard. Si j'ai un objectif de minimiser un retard moyen ou un retard maximal, je m'en ai إذا كان par exemple j'ai besoin de 3 heures supplémentaires de travail. Ou un des 2 commandes. Je travaille sur 2 commandes, j'ai besoin de 3 heures supplémentaires. J'ai fait mes calculs, j'ai trouvé le temps disponible est insuffisant et j'ai besoin de 3 heures supplémentaires. Donc, si j'ai un objectif de minimiser le nombre de retards, de commandes en retard, je travaille pour que ces 3 heures soient pour une seule commande. Et bien, quel objectif interne, c'est d'avoir un nombre minimal de commandes en retard. Dans ce cas, je vais travailler, je vais utiliser un algorithme qui peut satisfaire cette condition-là. Je vais utiliser un algorithme qui va me permettre de calculer le nombre, de minimiser le nombre, si c'est possible, bien sûr, de calculer le nombre de commandes en retard. Si j'ai 2 commandes, donc idéalement, si j'arrive à avoir un retard de 3 heures sur une commande, je satisfais mon objectif. Si j'ai un besoin de minimiser le retard maximal, je paye les indemnités à partir de 2 heures de retard, le client, je serai non satisfait à partir de 2 heures de retard. Donc, je divise ces 3 heures sur 2 commandes.
Et dans ce cas, je n'aurai pas d'indemnité à payer. J'aurai dans les deux jobs, mais réellement, il y a plus que deux. Je travaille généralement sur un nombre assez important de jobs pour l'ordonnancement. Donc, si j'ai un besoin de minimiser le retard maximal, voilà, j'ai intérêt à avoir un retard inférieur à 2 heures selon la demande du client. Je vais diviser ces 3 heures dont j'ai besoin sur les deux commandes. Et dans ce cas, je ne vais pas avoir, bien sûr, je travaille pour que le retard maximal soit inférieur à 2 heures. Donc, je n'aurai pas des indemnités à payer. C'est un exemple vulgarisé. Hein. Réellement, on ne peut pas se trouver dans une situation aussi évidente. Mais imaginez, au lieu de 2 commandes, vous avez 50 commandes où vous devez minimiser le nombre de commandes en retard ou le retard maximal. Pour chaque objectif, on a un algorithme que je peux utiliser pour optimiser ce critère de performance et définir le jalonnement, voilà l'ordre de passage le plus efficace qui satisfait ma demande. Donc, ce qu'on va faire, on a 3 familles d'informations. Informations sur l'atelier, informations sur les jobs, informations sur les objectifs. Dina choix, quelques informations sur les objectifs. Donc, on va détailler. Je n'ai pas les informations que nous devons avoir pour le type d'atelier, que nous pouvons avoir pour le type d'atelier. Je n'ai pas les informations que nous pouvons avoir pour les jobs. Je n'ai pas les informations, voilà, je n'ai pas les critères, les équations qu'on peut utiliser pour définir les performances. On commence par les types d'ateliers et ce que je vais vous présenter, ce sont les types d'ateliers les plus utilisés dans l'industrie. Je rappelle nos types d'ateliers, c'est-à-dire gamme de production. C'est-à-dire, est-ce que les jobs, est-ce que les commandes, comment est-ce que les commandes passent devant les postes de travail? Pour le premier exemple, j'ai une machine unique. Il s'appelle un atelier à machine unique. Chaque job, il passe devant une seule machine, qui est la même, bien évidemment. Donc, quand il y a des travaux, voilà des jobs, voilà des ordres de fabrication en attente, on dit une seule ressource. L'ordonnancement revient à définir l'ordre de passage de ces travaux devant la machine pour avoir un produit fini. Dans ce cas, le cas particulier d'algorithme, on l'appelle une règle de priorité. La règle de priorité que vous connaissez tous, c'est la règle FIFO, First In, First Out. La commande que je reçois en premier sera lancée en premier. Je peux avoir une deuxième règle, par exemple, le temps opératoire le plus court. La commande qui a le temps opératoire le plus court va passer en premier. Le temps opératoire le plus long. Le délai de livraison le plus proche. Et on va voir d'autres règles de priorité. Ce qui est à retenir pour le moment, c'est que j'ai un atelier, un type d'organisation des flux de passage des jobs dans l'atelier qu'on appelle machine unique. Donc, on parle de flux de passage et non pas de disposition physique. Pour cet premier exemple, j'ai une machine unique. Je peux avoir des machines parallèles. Les machines sont disposées en série. Mais je m'en ai une machine parallèle pour le flux, c'est-à-dire que les commandes en rose, par exemple, elle peut passer sur M1 ou M2 ou bien M3. Donc, les machines parallèles, des machines qui ont la même fonction, avec peut-être des temps de travail différents. Par exemple, une photocopieuse, nous avons 2 photocopieuses. Un bureau pour faire une photocopie, nous avons 2 photocopieuses. Une photocopieuse rapide et une photocopieuse lente. Et donc, ils 2 machines parallèles. Allez, 2 machines parallèles. Ils ont la même fonction. Et lorsque je vais effectuer la photocopie, je peux lancer les commandes ou bien sur la photocopieuse 1 ou elle sur la photocopieuse 2. D'accord, avec des performances différentes. Et moi, j'ai le choix entre ces 2 photocopieuses. Dans ce cas, je parle de machines parallèles.
Les machines parallèles peuvent être identiques ou pas. Identiques s'ils ont les mêmes performances, similaires s'ils ont des performances différentes avec la même fonction exécutée. Donc, parallèle, je ne parle pas de disposition physique, mais d'un passage de flux, c'est-à-dire chaque job, il peut passer sur n'importe quelle machine avec des performances qui sont les mêmes, ou avec des performances différentes, mais je parle de machines parallèles lorsque j'ai la même fonction effectuée par ces machines-là. Troisième type d'atelier, je l'appelle flow shop. Qu'est-ce que ça veut dire flow shop? C'est-à-dire que tous les jobs ont le même ordre de passage devant tous les postes de travail. Ce sont des ateliers à cheminement unique. Si je reviens à mon Excel là, je parle d'un atelier en flow shop si J1, J2 et J3 ont le même ordre de passage devant les postes de travail. Dans ce cas, dans l'exemple que je vous ai proposé tout à l'heure, je n'ai pas un flow shop. Ce sont des cheminements qui ne sont pas uniques, ce sont des cheminements différents. Et là, je parle de job shop. Si j'ai le même cheminement, le même ordre de passage de tous les jobs devant S'il les vous plaît, postes de madame, travail, je ne comprends pas bien la différence entre flow shop et job shop. ben, est-ce que tu as déjà saisi que J1, il a la gamme de production P2, P3, P1, P4, ou J2, il a la gamme de production P1, P3, P2, P4. Donc, deux ordres de passage devant les postes de travail qui sont différents. Constat. Est-ce Oui, que tu as madame. compris ça au moins? Ben, ça, je parle, dans ce cas, si j'ai des jobs qui ont un ordre de passage qu'on appelle cheminement différent, je parle de job shop. Donc, on dit un produit qui passe par P2, puis P3, puis P1, puis P4, ou j'ai un autre produit qui passe par P1, puis P3, puis P2, puis P4. Donc, ce sont deux cheminements différents pour deux jobs d'un même problème d'ordonnancement. Là, j'ai deux passages de flux différents dans le même atelier, bien que la disposition des postes de travail est la même. J'ai deux ordres de passage différents, c'est mis en deux cheminements différents. Donc là, je parle d'un atelier en job shop. Si je change, est-ce que c'est clair pour job shop? Oui, madame. Si je change, au lieu d'avoir P1, P3, j'aurai ça. De même pour J3, je parle de flow shop parce que même si avec, on n'a pas besoin d'un khalit le même temps, mais pas forcément, bien évidemment. Donc, même si on a des temps de Ah, traitement d'accord, différents, madame, je comprends. S'ils ont le même ordre de passage, c'est flow shop. Si le passage est différent, c'est job shop. oui, mais pour un même problème d'ordonnancement. D'accord, madame. Pour un même problème d'ordonnancement. Donc, flow shop, je peux avoir une disposition dans un atelier de fabrication dans 4 cas différents, mais ça reste un flow shop si j'ai la même gamme de production. Un job shop, comme l'exemple l'année, le bleu, il passe par la machine 1, puis 4, puis 3, puis j'ai le produit fini. Le vert, il passe par la machine 2, 3, puis 5, puis j'ai le produit fini. Le rouge, il passe par la machine 3, puis 2, puis 6 pour un même problème d'ordonnancement. Et là, je parle de job shop. Le job shop, c'est par exemple dans les ateliers de fabrication et l'exemple que je vous ai proposé tout à l'heure sur un article qui n'a pas besoin de finition, voilà un article à usiner, il n'a pas besoin d'emballage. Pour le job shop, je peux avoir ce qu'on appelle les regroupements fonctionnés. Il y a 3 tours, 3 fraiseuses ou 3 machines de finition. Donc, tour fraiseuse, machine de finition, tour fraiseuse, machine de finition, tour fraiseuse, machine de finition. J'appelle ça un regroupement fonctionnel par des sections non homogènes. Donc, chaque regroupement, il effectue toutes les fonctions en même temps. Ou là, je peux former 3 îlots. Chaque îlot fait une fraiseuse, un tour et une machine de finition. Dans les deux cas, j'appelle ça un job shop parce que tout simplement, j'ai des gammes de production différentes. D'accord? Donc, pour les ateliers, je peux trouver 3 types de
les plus utilisés. Fama open shop, fama d'autres types d'ateliers. Pour nous, c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser atelier à machine unique. Toutes les commandes passent sur une seule machine. Je vais définir un ordre de passage. Je peux avoir des machines parallèles qui ont la même fonction exécutée et chaque commande peut passer devant n'importe quelle machine puisqu'elle a la même fonction et les performances peuvent être les mêmes mais peuvent être différentes. Je peux avoir un atelier en Flowshop lorsque toutes les commandes à exécuter pour un même problème d'ordonnancement ont la même gamme de production. Je peux avoir un job shop, un atelier organisé en job shop, le flux de l'atelier est organisé en job shop. Si l'ordre de passage la gamme des gammes de production ou l'ordre des passages des commandes devant les postes de travail sont différents. Pour le flow shop, une remarque très importante, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes temps de passage, bien évidemment. Je peux avoir des temps, ou dans le cas général, on a des temps de passage différents. Mais si j'ai le même ordre, c'est un job shop. Si j'ai des ordres différents, un cheminement différent en colo, je parle de flow shop. Pour les, on a des informations pour l'atelier, des informations pour les jobs. Les jobs, voilà, les ordres de fabrication, qu'est-ce qu'on doit avoir ou calculer comme données? On va appeler tâche, ou la job, ou la produit, ou la commande, donc ou la OF. Au moins, si je n'ai aucune information sur les jobs, je dois avoir sa durée. Je dois avoir la durée de cette tâche-là. Pour chaque tâche I, J1, J2, J3, ou la T1, T2, T3, pour chaque tâche, pour chaque job, pour chaque commande, je dois avoir sa durée. Ou moi, sa durée totale uniquement. Je dois avoir sa gamme de production. Donc, PI, pour dire Processing Time, ou temps de traitement, c'est la durée totale de la tâche devant chaque poste de travail. D'accord? Ça, c'est la première information. Le processing time, la durée de traitement totale devant chaque poste de travail. Donc, les détails, j'en ai besoin. Le RI, c'est ce qu'on appelle la date de disponibilité. Le ready time, c'est la première date à partir de laquelle je peux lancer la commande. Ça peut être une date avant le début ou exactement égale au début. Je dois connaître à partir, vous allez mieux comprendre avec les exemples, mais juste à retenir ces informations que je dois avoir sur une tâche, ou un job, ou une commande. Le processing time, c'est la durée de traitement. Le ready time, c'est la date de disponibilité de chaque commande, disponibilité pour l'exécution de la tâche. Le completion time, c'est la date de fin de traitement. Completion time, complétude, c'est la date de fin d'exécution. Bien sûr, la date de début, elle est calculée. La date de fin, elle est calculée par date de début plus le processing time. Et le deadline. Le deadline, c'est une date exigée par le client, qui peut être le poste suivant. D'accord? Donc, je dois avoir une information sur le ready time, quand est-ce que je peux, à partir de quel moment je peux lancer la tâche. Je dois avoir une information sur la durée de cette tâche-là. Je dois avoir une information sur le deadline et calculer la date de fin de traitement. Completion time. Ready time, date de disponibilité. Processing time, durée de traitement. Completion time, date de fin d'exécution. Et deadline, le délai de livraison. Ça m'a dit due date. Deadline, due date, ou le délai de livraison, ou la date de livraison. Ready time, processing time, completion time, deadline. Information sur l'atelier, information sur les jobs. Tawa, la troisième famille d'informations, c'est sur les mesures de performance, sur les critères ou indicateurs à optimiser. Je vais vous proposer
les indicateurs les plus utilisés. Mais chaque entreprise peut avoir ses propres indicateurs de performance. Donc, ce qu'on va voir sont les indicateurs standards les plus utilisés dans les industries. Ces indicateurs, comme nous avons déjà vu, sont principalement liés à la ressource temps. Mais je peux avoir un objectif lié aux encours, au transport, au stockage, comme vous voyez ici. Un objectif d'optimisation, c'est toujours une maximisation ou bien une minimisation. S'il s'agit d'un objectif positif, mon objectif est de maximiser. Si je travaille sur un retard, par exemple, un objectif négatif, l'objectif, c'est de minimiser ce critère. Dans le cas général, j'ai des problèmes d'ordonnancement multi-objectifs. Pour nous, on va travailler sur des problèmes mono-objectifs. Donc, réellement, dans l'industrie, les problèmes d'ordonnancement sont des problèmes dynamiques multi-objectifs. On va travailler sur des problèmes statiques mono-objectifs. Le principe est le même, mais puisqu'on va lancer les algorithmes à la main, on a besoin de cas simples qui peuvent être traités à la main. Donc, on va considérer des problèmes mono-objectifs, c'est-à-dire on dit un seul objectif par problème. Ça peut être quoi ces objectifs? Ça peut être lié à ce qu'on appelle le temps de circulation. Circulation où? Dans l'atelier. Si j'ai intérêt à dégager l'atelier, à minimiser le temps de circulation des jobs. Le temps de circulation? Si tu as compris, Constance, s'il te plaît. C'est quoi le temps de circulation ou le temps de séjour de chaque tâche dans l'atelier? Le temps de séjour de chaque tâche dans l'atelier. Pour cette tâche I, à quoi est égal le temps de circulation, à ton avis? C'est la différence entre l'entrée et la sortie de la tâche de l'atelier. Donc, comment je peux calculer en utilisant ces informations la durée de traitement, la durée de circulation? Quand est-ce que la tâche I entre dans l'atelier? AT égale à RI, le ready time. Quand est-ce que la tâche va sortir de l'atelier? Date de fin de traitement est liée à le completion time. Donc, quelle est la durée passée par la tâche I dans l'atelier? Completion time moins ready time. D'accord? Donc, il y a des objectifs qui sont calculés à partir de ces informations-là. Entre parenthèses, je peux avoir un deadline ici ou pas? Je peux avoir le deadline ici? Oui, non. Faites oui, et dans ce cas, je serai en retard. Je m'en ai, le deadline, il est ici. C'est-à-dire que j'ai terminé après la date de livraison. Donc, je suis en retard, tout simplement. Si j'ai un deadline DI est inférieur à CI, donc je suis en retard. On revient vers nos objectifs. Le temps de circulation, appelé aussi flow time, noté FI, il est calculé par la date de fin de traitement moins le ready time. Date de fin de traitement qu'on appelle completion time pour chaque tâche, bien évidemment, moins le ready time. Bien sûr, puisque c'est un temps de circulation, on n'a pas intérêt à garder la tâche dans l'atelier, on a intérêt à dégager l'atelier pour des raisons de sécurité, pour des raisons de libération de ressources, etc. Donc, c'est un critère à minimiser. Je peux travailler sur un temps de circulation maximal, je m'en ai un temps de circulation maximal. Je calcule le flow time pour chaque tâche, où l'algorithme va me définir une séquence de passage pour minimiser la valeur la plus grande de tout temps de circulation de ces quatre tâches-là. Je peux travailler sur une valeur moyenne des flow time. Je peux travailler sur ce qu'on appelle une valeur, un flow time pondéré. Il y a des tâches qui sont plus importantes pour n'importe quelle raison que d'autres tâches. Un client plus important, une commande pour l'export, une commande urgente, etc. Donc, je peux travailler sur
un temps de circulation pondéré ou un temps moyen de circulation pondéré qui est la moyenne pondérée la prévision, la logique monnaie. Quand est-ce que je choisis de travailler sur le floor time? Lorsque j'ai un objectif de minimiser les encours de fabrication. J'ai intérêt à dégager l'atelier. Comme ça peut être par exemple pour des raisons de sécurité. Deuxième indicateur de performance est lié au retard. Ou elle a terminé au plus tôt parce que, comme nous avons vu la ligne, terminer au plus tôt, c'est aussi un muda. Donc, je peux travailler, je peux avoir un objectif de lateness, LI. Lateness, c'est le completion time moins le deadline. Je vous rappelle, completion time moins le deadline. C'est une valeur algébrique. Je suis en retard, donc, par exemple, je termine à t égale à 5, ou normalement, je dois terminer à t égale à 10. Si c'est supérieur à 0, si c'est supérieur ou égal à 0, je ne suis pas en retard, bien évidemment. Je termine à t égale à 10. Je termine à t égale à 10, ou n a normalement été égal à 5. Si c'est positif, je suis en retard. Si c'est positif, la date de fin de traitement est supérieure au deadline. Donc, je suis en retard. Si c'est négatif, je ne suis pas en retard. C'est une valeur algébrique. Le tardiness, par contre, ce n'est pas une valeur algébrique qui peut avoir la valeur une valeur négative ou la positive. C'est une information qui me dit est-ce que je suis ou pas en retard. Donc, je considère la valeur maximale entre le nombre de jours qui séparent le completion time du deadline, si le completion time est supérieur au deadline, et le 0. Est-ce que je suis ou pas en retard? On dit ce n'est pas une valeur algébrique qui m'a lateness. Il est très utilisé, tardiness. Est-ce que je suis ou pas en retard? Il est très utilisé. Au troisième critère lié au retard, entre guillemets, terminé au plus tôt, est mon earliness. C'est lorsque j'ai un deadline qui dépasse le completion time. Donc, dans ce cas, on dit earliness, on dit tardiness, on dit earliness. Donc, je termine avant le deadline. Donc, c'est le EI. Ça, c'est le EI. Si le deadline était ici, c'est le tardiness. C'est le tardiness, voilà, c'est TI. Alors que le lateness, c'est une valeur algébrique. Dans les deux cas, je peux calculer le lateness, si c'est positif ou négatif. Dépendamment du signe de ce calcul-là, je suis en retard ou à l'avance par rapport à la demande de client. On va principalement travailler sur des tardiness. Est-ce que je suis ou pas en retard? Si je suis en retard avec combien de périodes? En minutes, par exemple, je suis en retard de 3 minutes, 4 minutes, etc. Donc, flow time, temps de circulation, calculé par la date de fin de traitement ou completion time moins le ready time. Si j'ai besoin de dégager l'atelier, par exemple, je peux travailler sur des indicateurs liés à terminer au plus tôt que le deadline ou plus tard que le deadline. Je peux travailler sur une valeur algébrique appelée lateness. Dans tous les cas, je considère la date de fin de traitement moins le deadline. Et si c'est positif ou négatif, je parle de retard ou la terminer au plus tôt. Je peux travailler sur des tardiness, la valeur maximale entre les retards, nombre de jours qui séparent la date de fin de traitement du deadline, si le deadline est la date supérieure, le completion time, ou elle en 0 si je ne suis pas en retard, mais je ne m'intéresse pas à terminer au plus tôt. Ou elle a combien de jours à l'avance j'ai terminé par rapport au deadline. L'indicateur le plus utilisé, qu'on va utiliser le plus dans ce cours, c'est ce qu'on appelle le Cmax. C'est la date de fin de traitement de la dernière tâche. Dans ce cas, c'est la date de fin de traitement de la tâche jaune, dans l'ordre. Cmax, c'est la date de fin de traitement de tous les jobs, de toutes les commandes du problème d'ordonnancement. Je l'appelle Make Spanner.
c'est le make span, c'est le temps de fin de traitement ou d'exécution de dernier produit. Je le note Cmax ou bien c'est le critère le plus utilisé pour les problèmes d'ordonnancement, pour les algorithmes d'ordonnancement. Donc, on a des informations sur les jobs, des informations sur l'atelier, nombre de postes de travail ou type de flux, des informations sur l'objectif. Les problèmes d'ordonnancement ont une présentation normalisée. Les informations sont toujours les mêmes. J'ai besoin toujours d'informations sur les jobs, d'informations sur l'atelier, d'informations sur des informations sur les sur les objectifs, mais il y a une présentation dite normalisée. Je n'ai cette présentation normalisée, c'est sous la forme de alpha, bêta et gamma. Chaque problème d'ordonnancement doit être présenté sous forme de alpha slash bêta slash gamma. Et chaque lettre, dans chaque lettre, à la place de chaque lettre, je vais mettre certaines informations. Dans alpha, je vais mettre le type d'atelier et le nombre de machines. Si j'ai une seule machine, j'écris 1. Si j'ai un F6 pour dire que j'ai 6 machines où le flux des jobs est en flow shop, c'est-à-dire que toutes les commandes ont la même gamme de production et vont passer dans l'atelier composé de 6 machines. P2, j'ai 2 machines parallèles. Est-ce que vous pouvez me dire le alpha de ce problème-là? Alpha de ce problème-là. Madame, pour P2. P2, est-ce que ce sont des machines parallèles? Oui. On va J1 et supposer J2. que J2, Job Shop, Haka Job Shop, Constant. On a la même gamme, donc c'est un flow shop. Oui ou non? Oui, oui, madame. On a la B, donc c'est un F déjà, puisqu'on a la même, puisqu'on a la même gamme de production, c'est un F. Et pourquoi 2? Parce que j'ai deux jobs. Oui, non, madame, parce qu'on a deux jobs, deux machines. Parce qu'on a deux machines. Jobs, ce sont les commandes. Combien de machines on dit? Ça, c'est la Ah, on a gamme. 4 machines. On a 4 4, donc machines. c'est Ça fait F4. C'est très bien. Donc, alpha, pour notre exemple, elle est égale à F4 slash. D'accord? Ça, c'est Oui, pour madame. alpha. Si c'est flow shop F, si c'est job shop J, si c'est parallèle P. Et le nombre de postes de travail à côté. Ça, c'est alpha. Gamma, c'est l'objectif, c'est le critère à optimiser. Je peux travailler sur le make span Cmax. Je peux travailler sur le temps de circulation Fmax ou autre. UI, si tu te rappelles, Constant, on peut travailler sur le nombre de commandes en retard. Oui ou non? Si je Oui, madame. travaille sur le nombre de commandes en retard, je note ça, la somme des UI. Symbole, je vais ajouter la somme. Elle est où la somme? Non, peut-être c'est pas le temps, mais c'est pas grave. Est-ce que tu vois la somme, Constant? Non? Je cherche avec vous. Merci.
J'ai besoin de mon tableau, mon stylo. Il n'y en a pas sur cette page. Il n'y a pas sur cette page. Oh. On va la trouver. On va la trouver par la suite, c'est pas grave. Donc, c'est la somme des UE. D'accord? Si je vais travailler sur le nombre de tâches en retard, le nombre de jobs en retard, je note ça, l'objectif somme des UE. Dans ce cas, je ne vous ai pas proposé d'objectif, mais si on veut... Donc, F4, je n'ai pas encore travaillé sur le bêta. Et là, par exemple, je vais travailler sur Cmax. D'accord? Le bêta, maintenant, c'est quoi? Le bêta, pour pouvoir travailler sur cet objectif-là et en considérant l'atelier, j'ai besoin de quelle information sur les jobs? Est-ce que j'ai besoin du ready time? Est-ce que j'ai besoin du deadline? Est-ce que j'ai besoin du processing time? Et si je n'ai besoin d'aucune information, j'aurai au moins besoin du processing time. Si je laisse bêta vide, implicitement, comme si j'ai écrit PI, processing time. Cette information doit être connue pour tous les jobs. C'est le minimum d'informations dont j'ai besoin pour pouvoir travailler sur un job, sur un problème d'ordonnancement. Ça et ça, c'est la même chose. Même si nous avons un emplacement bêta vide, implicitement, je n'ai comme information, je n'ai besoin comme information que du processing time. D'accord? Donc, je peux avoir, c'est le seul paramètre où je peux avoir PI, DI par exemple. Est-ce que là j'ai besoin de DI là? J'ai besoin de DI si le critère à optimiser est lié à un retard, le deadline. Là, qu'est-ce que je peux trouver? Le maximum que je peux trouver, PI, DI, RI. Le completion time, c'est à calculer. D'accord? Donc, bêta, c'est pour optimiser le critère, quelles sont les contraintes qui doivent être considérées. Par exemple, le ready time, le processing time, etc. Le deadline, si on veut travailler sur des retards. Donc, alpha, c'est le type d'atelier, c'est le type de flux et le nombre de machines, de postes de travail dans le cas général. Bêta décrit les contraintes et les informations sur les jobs dont nous avons besoin pour exécuter, pour travailler sur le critère d'optimisation. Et gamma, c'est le critère à optimiser. UI, c'est somme des UI. On est ETC, mais je sais pas pourquoi j'écris ça. Mais, exemple de alpha, c'est une présentation appelée une présentation normalisée. Chaque problème d'ordonnancement doit être présenté sous cette forme-là, alpha, bêta, gamma. Et cette combinaison, justement, cette combinaison alpha, bêta, gamma va me permettre de sélectionner l'algorithme d'ordonnancement adéquat à cette combinaison alpha, bêta, gamma. Dans chaque combinaison alpha, bêta, gamma a un algorithme d'optimisation bien précis. Ce qu'on va voir, je trouve des algorithmes appliqués à des situations d'ordonnancement. Lorsqu'on dit situation d'ordonnancement bien définie, c'est-à-dire que alpha, bêta, gamma sont définis. Et la présentation, elle est alpha slash, bêta slash, gamma. Si nous avons plusieurs paramètres dans bêta, les paramètres doivent être séparés par des virgules. Chaque combinaison alpha, bêta, gamma a un algorithme d'optimisation. Premier exemple, une seule machine. C'est la somme, Constant, on l'a trouvé finalement. Et somme des UI, donc mon objectif c'est de minimiser le nombre de tâches en retard et pour faire ça, j'ai besoin du processing time et du deadline. L'année, si je ne mets pas
DI, c'est faux. Je ne peux pas travailler sur les retards sans avoir la contrainte date de livraison. J'écris DI ou DI virgule PI, c'est la même chose. C'est un problème d'optimisation du nombre de tâches en retard dans un atelier formé par une seule machine. Deuxième exemple, une seule machine. L'objectif, c'est de minimiser le délai maximal et nous avons besoin du deadline. Troisième exemple, une seule machine. L'objectif, la moyenne, je la note barre. T bar, c'est-à-dire le retard moyen, tardiness moyen. Tardiness, est-ce que c'est correct, Constant? Je travaille sur les retards ou je n'ai rien mis fi bêta. Donc, comme si j'ai ça. Est-ce que c'est Oui, correct? madame, C'est c'est pas correct. correct, en fait, parce que c'est pas correct parce que je peux pas travailler sur les retards sans deadline, sans connaître le deadline. Tu vois? Donc, je dois ajouter des et. D'accord? C'est pas correct parce que je ne peux pas. Comment je peux m'apercevoir si je suis ou pas en retard, si je n'ai pas l'information sur le deadline? D'accord? Donc, on doit ajouter ça. Donc, madame, si ce n'est pas le retard, on peut mettre le vide Oui. ou payer simplement. Mais tant qu'il y a déjà le retard, on est obligé de mettre le délai. Oui. Donc, pour le quatrième exemple, est-ce que c'est correct pour cet exemple-là? C'est un atelier en job shop formé par 3 machines. 3 machines indépendamment du nombre de commandes. Je peux avoir 1000 commandes sur 3 machines. Non? L'information sur les commandes de l'alphabet gamma. Pour le quatrième exemple, est-ce que c'est correct? Madame, il faut ajouter le RI. Non, c'est le Cmax, c'est pas le flow time, c'est la date de fin de traitement. Ce qu'on a besoin du ready Ah, time pour madame, la date de fin. madame, non, puisqu'on a déjà la date de Non. fin de traitement, on n'a plus besoin. Je sais que c'est correct. Voilà, donc c'est la date de fin de traitement, donc dans ce cas, c'est correct. C'est correct si j'ajoute le pays, c'est correct si je laisse comme ça. C'est correct si je mets là, si je mets deadline, c'est correct, mais on n'a pas besoin de cette contrainte. C'est pour définir le problème d'ordonnancement. D'accord? Et je vais te proposer cet exemple-là, exemple en résumé. Donc, des jobs, les données pour résumer ce que j'étais en train de vous présenter, des commandes qu'on appelle aussi jobs, commandes, tâches, OF, les données dont j'ai besoin dans le cas le plus général, PI, c'est le temps de traitement appelé aussi processing time. DI, c'est le deadline, c'est le délai de livraison. RI, c'est le ready time, c'est la date à partir de laquelle je peux lancer. Et le completion time, c'est un temps calculé, date de début plus processing time. Donc, les informations dont je peux avoir besoin pour un problème d'ordonnancement. Completion time, c'est calculé. Hein. Les ateliers, je peux avoir un atelier machine unique, machine parallèle, flow shop ou job shop, et je dois avoir un objectif. Pour nous, on va travailler sur un seul objectif lié au retard, lié au temps de circulation, lié à la date de fin de traitement. Cette combinaison-là va me permettre de choisir un algorithme ou une règle de production, de priorité. Quand est-ce que je parle de règles de priorité? Tout simplement, les algorithmes sont basés sur des règles de priorité, on va voir ça. Mais on parle de règles de priorité et en fait, c'est un algorithme particulier dans le cas d'une machine unique. Pour dire une seule machine, je dis règle de priorité et non pas algorithme, mais je peux utiliser quand même un algorithme. En appliquant cet algorithme, on définit une séquence de passage devant les machines. Cette présentation-là, elle est normalisée par l'écriture alpha /bêta/gamma. Alpha pour mettre le type d'atelier
type de flux le type de flux dans les ateliers avec le nombre de machines. Bêta, pour définir les paramètres ou les contraintes dont nous avons besoin pour définir un problème. Ou le gamma, c'est l'objectif. Une fois l'algorithme il est défini, j'ai une séquence de passage. De chaque commande devant chaque poste de travail. Exemple, 3 jobs et 2 machines en flow shop avec un objectif de minimiser ces max. Comment on présente ce problème constant, alpha, bêta, gamma? Alpha égale alpha égale à F. Madame, on a combien de machines? M1 puis M2. F2. F2. Gamma, on a optimisé ces max, donc c'est ces max. Et bêta, ou bien vide, PI, ou DI. bien PI. Très bien. Donc F2, PI, c'est max. J'applique une règle de priorité. Je trouve par exemple J2, puis J1, puis J3. C'est la séquence optimale. L'algorithme qu'on peut utiliser dans ce cas s'appelle Johnson. On va le voir. L'algorithme de Johnson. On est la combinaison FPI, c'est max, c'est l'algorithme de Johnson. La séquence, c'est définir la séquence, l'affectation, puis définir la séquence de passage, puis calculer les dates. Les dates, je peux les calculer dans un tableau ou elle par un diagramme Gantt. On va tracer des Gantt pour les problèmes d'ordonnancement. Donc, je vais considérer les machines, M1, M2, l'ordre de passage, J2, puis J1, puis J3, je présente J2, puis J1, puis J3, ou puisque c'est un flow shop, J1, M1, puis M2, je ne peux lancer sur M2 que si M1 est terminé. Je ne peux lancer sur M... Non, aussi, c'est faux. Donc, je ne peux lancer sur M2 que si l'étape sur M1 est finie. Et je ne peux lancer sur M2 que si... Tu as compris qu'est-ce que j'ai corrigé comme ça? Oui, madame. Il faut que oui, M1 finisse pour qu'on puisse lancer sur M2. Très bien. Où là, j'aurai un temps d'attente entre la date de fin de traitement de J3 sur M1 et le début de traitement de J3 sur M2. J'ai l'année, la machine M2, elle est disponible en attente de la fin du traitement de la première étape. Ou l'année, je reprends le laser. L'année, c'est la tâche qui est en train d'attendre la disponibilité de la machine. C'est ce qu'on calcule, c'est ce qu'on a besoin de calculer en fait. C'est ça l'objectif de l'ordonnancement. Est-ce qu'on a des ressources non utilisées? Est-ce qu'on a des attentes? Est-ce qu'on a des retards? D'accord? La date de fin de traitement, c'est max. C'est cette date-là, c'est max. Tu vois? C'est max, c'est cette date-là. C'est la date de fin de la dernière tâche. La date de fin de la dernière étape de la dernière tâche exécutée. Dans ce cas, on l'appelle job. Ça, c'est max. Si on applique l'algorithme de Johnson, on va trouver que c'est la meilleure situation qu'on peut trouver avec cette séquence-là. D'accord? D'accord, madame. Ce qu'on va voir maintenant pour le reste des séances, on va commencer par les règles de priorité. Donc, on va utiliser une machine unique. L'algorithme de Johnson, Jackson, Moore-Hudson, Roy, un problème d'affectation et on va voir quelques exemples sur l'application de l'ordonnancement sur le service et une application sur un logiciel, indépendamment de son nom. D'accord? Juste, je veux vous montrer. Voilà, voilà.
la relation entre les algorithmes qu'on va voir et alpha, bêta, gamma. Voilà. La relation qu'on a entre les algorithmes et la présentation normalisée alpha, bêta, gamma. Juste une seconde. Parce que la séance est enregistrée, je veux maximiser au maximum les informations générales. Alors, on a les algorithmes qu'on va utiliser. Les 4 premiers algorithmes sont liés aux systèmes manufacturiers. Les autres sont des cas particuliers. On va y arriver par le TP, par l'application sur un logiciel. L'algorithme en gros, l'algorithme d'affectation, c'est un algorithme qui est d'affectation. Ce n'est pas un calcul d'ordre de passage, mais une affectation. On va travailler wahdo, au service wahdo, une mise en route, c'est un algorithme énumératif à part. Ce qui m'intéresse en relation avec la présentation alpha, bêta, gamma, et nous, chaque combinaison alpha, bêta, gamma a un algorithme d'optimisation qui va me donner la séquence qui va optimiser l'objectif. Ce qu'on va voir, c'est ça. Pour la règle de priorité, c'est un travail sur une seule machine. Donc, alpha égale à 1, PI et n'importe quel objectif. On va voir qu'on va travailler sur des objectifs calculés. Chaque entreprise, elle peut définir une équation pour son objectif. L'algorithme de Johnson, c'est FM, PI, C max. Tu peux me dire, ça fonctionne sur quel problème, Constant? FM, PI, C max, Johnson. Madame, le flow, c'est quoi? Flow shop. Le flow shop pour n'importe quel nombre de machines. Et ça optimise la date de fin de traitement de toutes les tâches en même temps. D'accord? Kif c'est max et mexpan, c'est la même chose. L'algorithme de Jackson, il est applicable à un job shop, Job shop. cheminement différent, voilà. Réellement, Jackson, il est applicable pour n'importe quel nombre de machines, mais on ne peut lancer à la main que 2 machines. Donc, on va l'appliquer sur 2 machines, mais réellement, il est applicable sur n'importe quel nombre de machines. Pour Johnson, le cas de 2 machines, 3 machines et plus que 4 machines ou plus. L'algorithme de Roy, c'est un algorithme de calcul de date de début de fin qui va remplacer Gantt. Dans des cas particuliers de flowchart, on va faire ça. Donc, on utilise l'algorithme de Roy, on utilise Gantt pour calculer les dates de fin. Ou l'algorithme de Moore, ça optimise quoi? Oh, les retards. Il est là? Oui, madame, j'ai dit, ça sert à calculer pour les retards. Donc, déterminer la séquence optimale lorsque j'ai une seule machine, un atelier à machine unique pour minimiser le nombre de tâches en retard. Et pour ce faire, nous avons besoin du deadline et du processing time. Et la première partie, 2/3 presque de notre cours sera pour ces algorithmes-là. Appliqués certainement sur des exemples. D'accord? Voilà. Des questions? Non, madame. Et comme j'ai dit au début de la séance, on va revenir après l'Aïd ou les vacances, on va avoir un test de 20 minutes sur cette partie-là. Sinon, on ne pourra pas avancer. Je vais vous partager la vidéo. Vous avez toujours le HIT, vous avez le... je n'ai pas partagé. Hein. Vous avez les vidéos. Vous pouvez consulter les vidéos, ou en particulier la vidéo d'aujourd'hui, ou comme la présentation alpha, bêta, gamma que nous avons vue pour cette séance. OK? D'accord, madame. Merci et bon courage pour les examens.
Aïcha, Chai Taïba. شاي طيبة ميرسي كونستانت يعطيك الصحة. شاي طيبة مدام. شاي طيبة ميرسي.